Prochain article, The Answer ou Danswer. Logiciel assez sympa pour faire de l'ingestion de documents, agent de conversation qui va se coupler à votre knowledge base. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un de structuré et absolument sain d'esprit et que vous avez gardé toutes vos notes de CTF dans Jira, non, vous pourriez interfacer à Jira. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui aime faire manger des bouts de code base, on a fait quelques tests, et donc c'est pour ça que ma démo d'avant était foireuse. Si on fait un DPS, hop, on voit qu'on a tout un 3-4 D-Answer, un Postgre et un Vespa qui est là pour stocker des bases de vecteurs. C'est la magie, hein, juste git clone docker compose up pour D-Answer. Et derrière, si on va voir en c'était là, D-Answer, I guess. Et ça, j'avais mis un mot de passe de type extrêmement sécurisé. Peut-être que ça marche encore. Ah non, create an account. Il a reset, c'est pas grave, on va faire ça. Ah non, il est pas reset. Ok, cool. Du coup, ce que ça vous propose, ce qu'on vous propose, c'est qu'avec ce logiciel, moi je cherchais un peu à faire ingest des grosses codebases de code pour demander comment aider à le hardener. Comment trouver les failles présentes dans le code pour aider à le hardener. Comment trouver les failles. Donc l'idée, c'est qu'on a fait pas mal de petits tests avec Dry sur comment est-ce qu'on lui fait ingest ça. Ok, on lui envoie un fichier, problème de place, on lui envoie un zip, problème de place. Comment ça, problème de place, poteau, t'as plein de place. Il se trouve que, on a dit c'était duf, il se trouve que dès que votre machine passe à plus de 60... nice. À plus de... Nice. nice. À plus de 75% de place utilisée, eh ben, le Vespa, il dit pas content. Docker, c'est pas une petite boîte, Docker, c'est un process, donc il a, sauf restriction spécifique et sauf ancienne implème, la même mémoire que votre machine, donc il voit 75 et il dit « Ah, je ne vais pas pouvoir indexer les vecteurs. » Chiant, petit patch, ou juste faites de la place. Moi, j'ai supprimé des fils et ça passait. Une fois que vous avez de la place, vous n'avez plus cette erreur d'enfer, on s'est débrouillé pour envoyer des fichiers. On a eu quelques succès, du genre « Bonjour ». Est-ce qu'on a les anciens chats ? Oui. Du genre, voilà mon fichier, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé récemment. Et globalement, les choses qu'ils ont pu nous... Ça, c'était récent, ça. Ah non, on n'a pas les anciens chats. Ok. Ce qui se passait au début, globalement, c'est que, à l'heure de l'import de fichiers, il faudrait vraiment dû réfléchir à un sens pour présenter ça avant. Comment est-ce qu'on fait le setup ? On dit qu'on va créer un connector. Dans les connectors, on dit oui, un connector qui va manger un fichier. On pourrait demander de manger un site web, du Google Sheet ou tout un tas d'autres knowledge base. Une fois que ça ingeste certaines choses, on va créer un document set. Document set qui contient ici, vous vous en doutez, nos bouts de code source. Et ce document set, derrière, va être utilisé par un assistant. Speak Godbrain here. Et cet assistant, une fois édité, peut avoir un prompt de type « Bonjour, tu vas m'aider à faire de la recherche, mais pour le bien de tous. » Et pour le bien de tous, pas mais. Et quel document set il peut utiliser. Donc là, on a un agent, une clé OpenAI pour aller utiliser du GPT 3.5 ou 4 suivant les thunes ou la pertinence souhaitée. Un peu décevant en 3.5, un peu trop cher en 4. Relou. Et une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à parler avec notre agent parce qu'il est prêt. Et donc, dans les chats, les quelques essais qu'on a fait quand même, c'est qu'en créant notre connecteur, on se rend compte qu'ils acceptent les fichiers PDF, XML, TXT, GDoc et autres, pas .php. Donc il faut commencer à faire du bulk rename pour que le zip contienne tous des noms de fichiers qui soient ingestables par lui. Un peu relou, pas insurmontable, et donc on a commencé à avoir tous nos .php, .txt. Vous le sentez, le file upload de la feature. Mais c'est du Python derrière, c'est ok, c'est ok. Donc on a mis 2 fichiers, et puis ensuite, plus ça allait, plus on a mis des fichiers, donc ça mangeait le changelog, le composer, quelques outils, tous les fichiers de squelette, etc. Et on peut commencer à dire bonjour, qu'est-ce que tu penses du code que je t'ai passé ? Et ok, ça chope les codes smell classiques, mais principalement parce que il y a moitié le... C'est bonjour, je connais le WASP, je vois qu'il y a du PHP. J'ai pas une Apple Pen dans la tête. Flashback de il y a 5-6 ans. Bon bref, I take OWASP, I take PHP, PHP OWASP. Une fois qu'on a tout ça et qu'on fait... Je suis désolé, je vais terminer. Une fois qu'on a tout ça, on peut s'amuser et lui demander un petit peu qu'est-ce qu'on en pense. OWASP, PHP... Non, PHP OWASP. Bref, il dit quelles sont les sources pertinentes et donc c'est vraiment l'occasion de dire
Dis-moi ce que fait le projet, comment il marche, quels sont les grands fonctionnements, comment est-ce que l'authentification est gérée, quel fichier. En revanche, il y a de la perte d'informations. Il y a beaucoup trop à falloir attendre, les Gemini, Ultra, les choses comme ça, pour pouvoir vraiment faire des queries un petit peu qui bombardent, avec des grosses tailles de fenêtres. Parce que là, on sent qu'il se souvient un peu des premiers fichiers, un peu de la fin, mais qu'il y a plein de choses qu'il ne trouvera pas. Par exemple, je lui demandant des types de payload pour taper le eval, qui est la première suggestion qu'il a fait. Donc là, c'est un peu l'idée, on va la jouer demi. Tiens, tu penses qu'il y a ça, sors-moi des payloads. Il trouve des payloads qui marchent dans un eval, oui. Il trouve pas des payloads qui sont spécifiques à la partie templating, et ce, même si on lui demande de manière un peu relou, insistante. Excusez-moi. En revanche, lui demander un petit peu, tiens, t'as vu le code, t'as vu le diff, qu'est-ce que t'en penses? Il commence à trouver certaines choses intéressantes et à identifier des choses pertinentes en lien avec la veille techno de la fois d'avant et de la 0D récente. Donc, il y a du tooling qui commence à être proposé, à être utilisable. Est-ce que c'est encore facile d'accès et je parle avec un pote pour faire mon audit? On n'en est pas encore là. Mais bon, j'ai espoir. On verra bien. En tout cas, c'était rigolo de se faire ce petit POC et d'aller débugger des outils de data analyst. C'est très sympa. J'ai une petite question là-dessus. Oui. Du coup, quand tu as voulu uploader ton spip.zip, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dézippé et tous les fichiers les a envoyés un par un sur l'API de OpenAI. Boîte noire, j'ai pas regardé. Je m'étais pendant longtemps intéressé à comment faire de la summarization. Et en fait, on a même couvert pas mal d'articles là-dessus. C'est un bordel parce que soit tu summarises part 1, part 2, part 3, mais t'as zéro lien entre les différentes parties. Et derrière, vu que t'as demandé de summarize, tu vas faire des queries sur des choses qui ont été résumées. Donc t'as forcément une perte d'informations dans le tonnoir et c'est très vite la misère. Parce que du coup, il sait même plus quels sont les noms de fonctions, comment les bouts de code sont liés. Soit tu fais un résume la première partie et tu dis résume la moitié de la deuxième partie en prenant en compte la première partie du résumé. Et là, tu as un petit peu de mémoire court terme, on va dire, mais c'est un enfer. Bref, I don't know. Je sais qu'il y a un système de snapshot pour faire ingest les documents tous une fois et derrière pouvoir retaper dans le contexte conservé de ton IA qui a déjà appris ça. Parce qu'en gros, tu lui fais un geste, vu de très loin, hein, je suis pas AI scientist, mais tu lui fais un geste tous tes documents. Et en fait, tu vas amener ton réseau de neurones dans un état interne qui est la suite de mon petit random de départ if Annie, plus j'ai un geste, tous ces mots-là. Mais du coup, derrière, tu peux snapshot juste l'état et repartir de là. Donc c'est coûteux une fois, ensuite ils ok, mais on y vient. Toujours est-il, Dian Soft très sympa. Et je vais lancer des fleurs. On a remonté une faille il y a quelques temps. Globalement, il y avait moyen d'aller choper des tokens Slack en pré-haute avec un bon petit get. Et il y a des bonnes grosses boîtes qui utilisaient ça. Donc, imaginez, c'est bonjour cher attaquant, voilà mes tokens de bot Slack. Fais ce que tu veux avec mon Slack en interne. Scary stuff, SE, phishing, bot qui dit vérifier votre machine en faisant curl pipe SH, etc., etc. Et mot de passe hardcodé partout forcément dans votre Slack, potentiellement, si vous n'avez pas de tooling interne qui le tège. Donc c'est chiant, il y a moyen d'en set arbitrairement, il y a moyen d'en enlever. En set, ça veut dire que les gens qui interagissent avec le bot vont directement envoyer de la data chez vous, et vous pourrez répondre. Bref, c'était un bordel. Et donc, voilà, je lui fais ma petite remontée, il a dit ouais, c'est bon, c'est patché, ce qui était le cas, et je lui ai dit oui, mais quand même, ce serait bien de faire un patch un peu plus exhaustif en termes de pas juste corriger et mettre une rustile, mais vraiment mettre un middleware de routing, faire en sorte que l'authent soit checké et que les routes publiques soient décrites explicitement. C'est pas j'ai oublié de mettre de l'authent sur une route, elle est publique, c'est j'ai oublié de désactiver volontairement l'authent sur une route. Attends, j'arrive pas à la faire en l'envers. En gros, on peut plus se tirer dans le pied tant qu'on n'a pas volontairement mis en explicite en public. Donc il a fait un petit patch franchement pas dégueu, où il rajoute un système de check pour toutes les routes de l'application et un fine-grained gestion de qu'est-ce qui peut être fait où, et vu qu'ils sont assez REST compliant, ça dit ce que ça dit et c'est appliqué au bon endroit. Donc nice job, il a fallu râler un peu, mais en vrai il a fait les choses très proprement et c'est très très cool. Et bien sûr, petite CVE publiée peut-être 2 ou 3 jours après la remontée de bug. Là on parle du 20. CV requested on 25 avril, donc ouais, peut-être
11 avril. Ouais, une semaine et quelques. Mais bon, c'était le temps de faire un ou deux échanges en interne et c'était plié. Donc, très beau jeu. Je pense pas qu'il parle français, mais GG à lui. Et donc, en termes d'usage, le temps qu'on fasse nos POC avec Dry, hier, sur cet outil, j'ai cramé un bal 34 en je sais pas, 50 ou peut-être 100 documents ingest, mais pas des trucs énormes. Un peu de code source, mais pas des trucs énormes. Et 4 chats. Donc bon, en 3.5, ça coûtera que dalle. En 4, ça va vite monter, donc un peu trop tôt peut-être. On verra en 4O, on verra avec peut-être des modèles alternatifs. Oui, j'ai essayé d'en faire tourner un local avec Oyama. Ça marche. C'est pas... On n'a pas assez de GPU. Il va falloir donner de l'argent au stream, j'ai pas assez de GPU pour que ce soit intéressant. Acheter une deuxième 4090 à la Lucas. Je suis en 3090 là. Excuse-moi. Je ne t'excuse pas. Petit instant, changement de musique, yes. Ok, on enchaîne sur du FastUI démo. C'est assez sympa, j'avais parlé il y a quelques temps, et il y aura des write-up aussi sur une techno appelée Streamlit qui permet de faire des petites UI facilement, super rapides. C'est cool, mais je suis tombé sur FastUI qui est la même chose en encore plus light et plus minimaliste fonctionnel. Et ça donne un petit peu tous les exemples. On peut les checker les composants. Et vraiment, c'est lean, comme ils vont dire. C'est juste là, fonctionnel, rapide, facile à prototyper. C'est un peu le HTML réinventé, mais écrit en Python, quoi. Il y a quand même un système de plugin si vous voulez le rendre un peu plus joli, etc. Mais vraiment, le repo est dans un état très nice on fait des tests, on fait les choses proprement, bien maintenu, bien utilisé, bien documenté. Ouais, bien documenté. Et j'ai appris ça plus tard, c'est qu'en fait, FastUI, c'est aussi géré par les gars de Pedantic. C'est pas les derniers en termes de code propre et volontairement fait malléable, utilisable et réutilisable et maintenable. Donc FastAPI j'aime bien, pas identique pour la validation, c'est un must-have en Python, vraiment ne faites pas sans. Et si maintenant ils se mettent à faire un système d'UI, à poker, il y a moyen que tout soit escape par défaut, ou en tout cas autant que possible. C'est cool, c'est vraiment juste les petits flasks qu'on faisait, ou les petits FastAPI qu'on faisait, mais rendu un peu plus joli pour du cas par cas, donc je trouve ça super chouette. C'est nice, c'est mignon. C'est mignon. Nous enchaînons avec une grosse cheat sheet. Globalement, je me maintiens depuis quelques années en perso et en privé pour le coup, ma petite liste de tout le kit à XSS avec tous les classiques qui passent le plus endroit possible, quelques bypass, quelques browsers spécifiques, quelques DOM, quelques mutantes, quelques machins. Il a fait un bon taf à faire un résumé de beaucoup de techniques que soit vous pouvez faire propre et utiliser ça en tant que liste et donc splitter par line, soit vous pouvez, quand vous faisiez, ne vraiment zéro vous prendre la tête, prendre cette chose, dire bonjour, j'aimerais avoir le raw, hop là. Derrière, on fait un petit all, le fameux CTRL-A CV, et en pastant ça un peu partout, vous allez forcément avoir des pacers qui vont hurler, des parseurs qui vont hurler. Gain de temps efficace, et je pense que je vais peut-être faire un ou deux ajouts et plus maintenir la mienne, parce que le taf est là, quoi. Autant s'imiter du taf. Donc GG Edra, très, très sympa ta petite cheat sheet. Toujours dans la cheat sheet, Icar qui a... bookmark. Ouais, non, ça servira forcément. Dans leur cheat sheet, Icar qui a repris... je sais pas si c'est un fork, c'est même pas vraiment un fork, mais c'est une reprise. Je pense plus par flemme de faire de la Gitmagick qu'autre chose. Mais de ça, mais en tout cas, il cote l'original, donc pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment le Office et LibreOffice, tout ce qu'il faut savoir pour aller casser des choses. Et donc, il a repris la structure existante qui est franchement agréable, ajouté quelques CV à lui, y compris du très récent. On parle d'un truc maintenu il y a 3 semaines, hein, donc encore assez hot en termes de bug bounty, de hunting, avec des classicos de RCE, fileload, SSRF, du one-click, du profiter du fait que les scripts étaient désactivés avant, puis qu'il y avait moyen de les auto-réactiver on start, etc., etc. Un régal parce que franchement, il a passé un temps fou dessus. C'est un bon gagne-pain, je pense, lors de bugs de Office, de PDF et autres. Donc, un grand seigneur de laisser en open source et de partager là-dessus. Allez, courage, bientôt la fin et les 2 derniers vont vous matrixer. Poutine, petit outil qui va un peu dans la vibe de... Comment ça s'appelle ?
Nord Stream de Hugo de Synactive, et sûrement d'autres contributeurs, qui permet d'aller checker un peu ce qui se passe côté CI. Là, l'idée, c'est que vous allez faire soit Poutine et donner des creds, je suis pas trop fan de l'idée, soit le lancer en local et le faire utiliser vos fichiers de description de CI. Mais ça marche du coup si vous n'avez pas trop de templates externes, sinon on ne pourra pas les analyser. Et donc, il va tout parser le YAML et vous dire qu'est-ce qui est bien fait, mal fait, en termes de sécu. Ça se run très bien en Docker, toujours un peu peur de donner un GitHub token, donc si vous le faites, mettez-le au moins en read-only sur toutes les ressources, pas plus, parce que danger. Et ça trouve des petites choses sympas. Le type d'exemple, le type de règles trouvables, donc les injections, des codes anti-pattern, des secrets qui sont affichés ou en tout cas qui sont non pinés, des actions qui sont lightest qui pourraient se faire péter, etc. Donc il y a de la stabilité, de la sécu, du good practice et plus. Et ça a à peu près cette forme. Par exemple, là ça dit qu'est-ce que c'est censé trouver et... Non, ça dit comment l'implémenter, pardon. Et qu'est-ce que c'est trouvé. Donc quel anti-pattern. Ici, ce serait d'avoir de l'expansion de données qui vient d'une pull request ou autre. Donc si vous avez des jobs automatisés qui, dès que quelqu'un fait une pull request, regarde si c'est fonctionnel. Si vous arrivez à expand quelque chose et que dedans il y a des backticks, et derrière Bash, quand il fait sa life, il voit une commande, quoi. Il voit du dollar parenthèse, il voit des backticks, etc. Donc, pour pas vous faire péter vos repos publics ou même privés par des potes qui n'ont pas le droit de push ou de sortir les secrets, faites attention. Voilà, c'est assez cool que ça existe. Je pense que ça... Depuis combien de temps ça existe, mais pour moi ça comble un trou qui était pas encore trop identifié. Ou en tout cas que récemment avec les recherches du Hugo, de Synactive. Ah, c'est cool. Petite question sur le nom. Ouais. Ah. Attends, je suis en train de mourir. Oui. C'est la question qui te gratte. Non, pourquoi avoir choisi ce nom? C'est de mauvais goût, c'est... Parce que donner vos creds à Poutine... Ok. Non, elle est belle. Elle est belle, je l'avais pas, je cherchais une réponse. Ou alors, est-ce que c'est un plat québécois? Non, ils l'ont dit que c'était pour le nom White Poutine, in French. Pensez le mot Poutine, quand il parle pas d'un plat, peut être utilisé pour dire c'est un bordel, inspiré de la complexité et des dépendances intriquées des modernes open source projects. Ouais, en gros, c'est pour la spaghetti CI, quoi. Ce serait rigolo de dire que Poutine est à la CI ce que Bloodhound est à l'AD. Un peu. Et Sharphound est... et Cubehound est à Cube, etc. Faire des Hound Everything. Attends. Hound All the Things? OMG leak. Oh non. One more repo to maintain. Ah, terrible. Terminal Text Effect. Oh. Attention, on va se mettre dans un coin, c'est incroyable. Je vais peut-être changer 2-3 trucs, genre sur la white scene, genre des textes, parce que ça fait des choses de type incroyable. Est-ce qu'il y a toutes les démos? Ah, bonjour le chargement. Ça fait des choses comme ça, mais c'est un peu long. Donc on va prendre juste le duf là, qui est l'output que je viens de vous faire, et on va reprendre mon petit while de tout à l'heure, et donc on va mettre pas man curl, mais duf pipe TTE, et si ça casse pas, on remettra l'autre. Please don't break. Allez, fais des choses. C'est long juste au bout une fois, et c'est cute. Genre, c'est nice. Un petit disclaimer pour les épileptiques photosensibles. Ah ouais, là t'en as perdu 2 ou 3. Alors c'est que très peu, a priori. Genre, très peu, non, c'est énorme. En vrai, c'est 10% des gens. 50% des gens qui sont... C'est beaucoup trop. Bref. Mais en tout cas, il y a vraiment des qui sont sympas. J'aimerais juste mettre l'animation plus rapide, en fait, pour... sinon, je vois pas sur les démos. Mais en tout cas, c'est cool. C'est très chiant. J'en ai pas fait une démo, j'ai pas fait honneur. Et les démos se rendent. Deuxième chance. Qu'est-ce qui se passe si on dit 5000 en termes de vitesse d'effet? Est-ce que je meurs? Est-ce que mon PC meurt? Ou est-ce qu'il y a un max? C'est ok. Mais je pense vraiment que le shell, il y a un max refresh rate à partir duquel il est pas très content. Et ça met un certain temps par contre à boot. Le programme, il fait des trucs sympas, mais... Bref. C'est cute. C'est tellement inutile que ça en devient indispensable sur tous nos outils. C'est comme LOLCAT, c'est comme
Bon, les warnings, c'est moi, je Chaos contrôle C save. à chaque fois, histoire de pouvoir mettre autre chose, mais qui n'a jamais envie de faire brûler un rapport de pentest en faisant next pour sa slide, quoi. C'est un kiff. Allez, petit dernier, s'il est pas trop nul, et... Ok, il est trop nul. Bon, allez, next. Quel gâchis Bref, de temps quand même. Toujours est-il, il y a shit de temps, rien du tout, il faut s'amuser. Mais ils en ont implémenté plein, je serais curieux de regarder un peu les implèmes, mais je trouve ça cool. C'est minimaliste et comme tu dis, complètement inutile, donc absolument indispensable. Moi, je suis totalement fan de cette philosophie. Mais c'est nice. Même ça, quoi, on dirait un film. C'est génial. Et du coup, on termine... Est-ce que t'as fait la fin de tes articles, Lucie? Pas du tout. Pas du tout. Je termine mon temps de stream avec celle-là qui va vous matrixer un peu. Je ne ferai jamais assez honneur en expliquant ce qui a été trouvé, cherché par Charles Foll, et sûrement peut-être des gens, je sais même pas, peut-être s'il était solo. Cet article est une dinguerie. Allez le lire, pas peut-être, allez le lire, point barre. Globalement, c'est, vous voyez toutes les failles qui sont des file read, des filters, des machins, des peut-être LFI, des peut-être... Non, tout ça, maintenant, si vous êtes sur un système pas ultra à jour, c'est de la RCE, point barre. On en a parlé un petit peu semaine dernière, l'idée c'est un buffer overflow qui a été présent pendant 24 ans dans la JIPC, qui était bizarrement exploitable avec des préconditions de fou, qui se retrouve être parfaitement, extrêmement complexe, mais parfaitement exploitable dans le cas de PHP avec un exploit plutôt fiable. Et spoil, c'est pas de l'article, ils veulent le faire en 3 parties, mais c'est pas de l'article en 3 parties où la payload arrive à la fin. C'est bonjour, je vous mets ça là. Il y a tout, il y a le POC, il y a... Je pense que ça a des très fortes chances de faire l'article Web Port Trigger de l'année. Même si c'est pas du web, même si le bug n'est pas web, il est exploitable depuis le web et les dégâts sont monstrueux. L'idée, la grande idée vue de loin, c'est on va prendre un buffer overflow dans la libc sur la conversion de char7. Utiliser les PHP filters pour que la conversion de char7 soit exploitée côté libc. Donc c'est faire du pawn à distance via pour faire l'input des filters. Et comme il le dit, c'est faire les poupées russes, Matryoshka, avec des filters et des zips et du dechunk et faire en sorte que clic-clac-clouc, trouver un moyen de faire, le petit challenge CTF classique où on dit je mets un texte, je peux ajouter, je peux supprimer, je peux modifier, je peux changer la taille. Juste les 4 primitives là, en CTF c'est ok, et des fois on patine un peu pour exploiter. Il a trouvé le moyen de les recréer à base de filters qui changent de taille pour faire des vases communicantes et arriver à taper le bug. Donc c'est insane. On va couvrir les grandes étapes, mais allez le lire, c'est un must-have, il n'y a pas de débat. Et bien sûr, c'est aussi une petite bip parce qu'il réexplique qu'est-ce qui a été fait. OK, avant on faisait du file read ou du phare ou des choses comme ça, mais ça devient compliqué. Ensuite, il y a eu les filters, mais ensuite ça a été bloqué. Ensuite, il y a eu les filters en blind. OK, ensuite il y a eu donc en blind avec les erreurs en Oracle. Et ensuite, il y a eu, peut-être qu'il parle de wrap, outil qui permet aussi de rajouter un préfixe et un suffixe quand vous faites un file read en presque blind, ou en tout cas pour aller générer du contenu ou sortir du contenu pour arriver voir le préfixe suffixe de votre choix. Donc par exemple faire sortir un fichier texte en tant que image parce que vous avez mis les bons Magic Byte au début, ou en tant que zip, etc. En tant que JSON, XML. Ensuite il parle de iconv. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on l'utilise? Cool. Le out of bound, il explique que c'est quand on a la taille du buffer de sortie qui n'est pas checké, ou en tout cas qui est dépassé, parce que quand on a une conversion d'un char7 à l'autre, des fois on va avoir des caractères d'échappement qui sont mal gérés. Donc pareil, un low level, moi je suis passé un peu vite, mais à lire avec des schémas, en vrai c'est super dur, juste il faut être habitué. Et du coup voilà, il fait ting tang tong, et bam, PHP. Petit POC pour montrer le bug. Donc ça c'est le bug, l'exploitation low level, où juste il va afficher un peu de code après avoir fait le iconv que voici. Et c'est quand il va utiliser ce qui est après qu'on se rend compte que ça écrit trop loin. Donc c'est vraiment un out of bound write. Mais out of bound write dans le heap avec de la donnée qui n'est pas contrôlée. C'est pas un arbitrary write, c'est juste un write de 0x48. Ok, fine, on a un write dans le heap de 0x48. Qu'est-ce qu'on en fait? Le classique de tous les heapsploits, c'est j'ai un bout. Je vais faire en sorte que le premier bout qui écrive un peu trop, il a écrasé la metadata du bloc d'après pour dire
en fait, t'as pas une taille de 10, mais une taille de 300, ou pas une 10, mais une taille de 14, et du coup, il va pouvoir non pas accéder de son début de data jusqu'à 10, mais de son début de data jusqu'à 10 et un peu plus. Donc, out of bound, right. Vu que le premier corrompt le deuxième, la donnée du deuxième se met à être plus grande que ce qu'elle est vraiment, donc à dépasser les métadatas du troisième, mais proprement. Donc en arrivant à écrire dans le deuxième bloc, à une taille autorisée, on va en fait écraser les métadonnées du troisième bloc, et derrière, c'est tout contrôlé. Vraiment, on peut écraser totalement le bloc, donc lui mettre une adresse de début et de fin arbitraire, et donc en écrivant dans ce bloc, tout sera toléré, et donc aller écrire n'importe où en mémoire, tant que c'est dans des segments mappés. C'est un bordel à expliquer à l'oral, Hold My Beer, c'est pas la fin. Il va faire ça, mais il va faire ça avec les primitives. Il dit qu'il faut qu'on ait un charset contrôlable, forcément, et qu'on ait le input buffer contrôlable. Bah oui, forcément, il faut qu'on ait à la fois la fonction vulnérable et l'input vulnérable. Mais on verra plus tard que pas que. On avance un peu et explique pourquoi est-ce que plein de choses sont des mauvaises targets. À savoir, oui, on peut aller parler bon charset, mais l'input buffer était... Voilà, il y a un output buffer qui est 3 fois trop grand que l'input buffer. Autrement dit, eux, ils ont taillé tellement large que le bug, il va être dur à exploiter. Ok, pkexec, on écrit 4 bytes, mais a priori... Ok, glib output... Ok, pareil, ils ont n plus 4 bytes, ils en écrasent 3, donc à 2 bytes près, ça aurait pu avoir un effet de bord. Là, ça en a pas, donc bam, dead. Dommage. Ça continue, il faut aussi que le output buffer soit pas taillé trop grand par rapport à l'input buffer. Autrement dit, s'il y a quelqu'un qui s'est dit ok, je vais faire en sorte que je code bien et que je demande pile la mémoire dont j'ai besoin vulnérable. Si la personne s'est dit je sais pas faire plus 1 moins 1, on va mettre bien de la marge. Paf, vulnérable. Dommage. C'est assez rigolo, je trouve, de pouvoir bien faire les choses et que d'être vulnérable à cause de ça. La suite. Le classique sur PHP heap, il explique que les allocs sont gérés non pas par la libc elle-même, mais par PHP qui est un wrapper avec ialloc, ifree, imalloc et ifree, ok, qui a pas mal de chunks de différentes tailles, ok. Et derrière que le tas PHP est coupé en un certain nombre de tailles, de pages qui elles-mêmes ont une taille et elles-mêmes vont contenir des index vers la plage mémoire elle-même. Very similar, glibc-tcache, si vous faites du Python ça vous parle, sinon pensez à des boîtes pointées par des boîtes pointées par des boîtes. Ça va le faire. On avance un peu, il explique que quand on commence à faire la lecture, quand on va utiliser le heap, on va avoir différents buckets pour contenir la donnée. Pas forcément une représentation mémoire accurate, c'est surtout le fait que quand on a des choses qui dépassent, oui, ça va overflow dans les buckets d'après, suivant les besoins. Ok. Sauf que, quand on fait de la modification, ça peut se faire in place dans les buckets. Ok. Je scratch le texte. Ensuite, il s'est dit, on a quand même besoin de mettre de la donnée arbitraire, donc on a soit data, soit inflate pour avoir une petite payload, mais qui va quand même aller inonder tous les buckets. Sauf qu'inflate, dommage, ça inonde que ceux de taille 8000, parce qu'ils savent que ça va faire des décompressions et prendre trop de taille. Donc, ok, on va prendre que des gros buckets. Donc, c'est pas une taille, comme je dis, c'est pas une taille suitable for exploitation. C'est beaucoup trop gros. Du coup, ça va être le bordel et ils vont pas atterrir dans la free list nécessaire. Ok, cool. Du coup, let's go des chunks. Il a son zip qui va faire plein de gros buckets pleins, mais avec de la donnée contrôlée. Fine, parce que ça va être de la data qui elle-même est passée dans inflate. Mais des chunks va être utilisé pour prendre cette grosse donnée de bucket de 8000 et aller les chunker dans plein de petits buckets de taille de dechunking. Donc en gros, on va arriver à splitter ça dans des buckets de taille arbitraire avec, le coup de padding, j'avoue que j'ai pas trop compris le détail, mais pensez à du dechunk HTTP, sauf que là, ça va en dechunkant créer littéralement, ça va splitter le fichier en chaque bucket de taille différente, par taille de chunk. Et donc là, on commence à voir la primitive arriver de je peux créer un objet, le heap grooming, mettre des objets de taille arbitraire dans le heap pour occuper des blocs, en libérer certains et commencer à contrôler à distance le layout du tas. Ok, ensuite, bref, frère, on en a bright, what, where, on en a un. Et du coup, il se rend compte que celui-là, il est un peu barbarique. Il a le dechunking, ce qu'il veut écrire et où il veut l'écrire. Est-ce que c'est ce que je veux? Non, pas du tout.
Ah, j'ai raté la partie que je veux. Donc mind me. Ok. Bon alors il l'explique. Globalement, c'est le schéma qui est un peu plus galère. Là on a la première partie où il arrive à créer des chunks de taille arbitraire et donc populate, groomer le heap. Mais là on arrive à la partie où dans le temps en supprimant un bloc puis en recréant un, donc en gros en faisant en sorte que... Putain ça c'est une galère à expliquer. Ouais non, je vais choke cette partie je pense. Faire en sorte que post-des chunks et post-deflate, il y en a qui, vu que leur taille a été mise à jour à cause du padding, ils ont été au début mis dans une taille de tas qui a été créée, donc une espèce de bins mais de la taille qu'on veut. Et derrière, vu qu'ils vont se faire redimensionner, ça va simuler le fait de libérer à nouveau l'emplacement. Donc préparer la suite pour le double... Je sais pas s'il fait un double. Bref, on finit par avoir un bout de overflow qui va, comme on dit, c'est beaucoup trop petit pour vous, un bout d'overflow ici, donc le premier qui écrase trop, qui va corrompre la taille de la fin, donc qui est un début d'adressage mémoire qui explique que ça y est, maintenant on peut aller écrire un peu plus loin et modifier encore plus la mémoire. Cette chose-là est super dure à lire. Vous verrez, c'est un régal. Il explique que pour la partie, tout ce qui est ASLR, PIE, etc., on s'encarre un peu parce que dans Proc Self Maps, ce qu'on peut lire, puisque le prérequis, c'est qu'on a de quoi taper un file read ou un arbitrary PHP filter. Donc, vu qu'on a Maps, on peut choper le mapping des différentes lib, adresses, versions, etc., voire même lire la lib elle-même pour regarder, calculer les offsets relatifs. Fine. Et ce qu'il fait, c'est un peu le classique du double free où il va aller écraser un hook. Similaire to malloc. Bon, il fait l'équivalent PHP de aller écraser le hook de malloc, donc un pointeur de fonction, par ce qui intéresse, donc ici, la libération d'un bout de free est écrasé par l'adresse de système. Donc quand il va demander de libérer un chunk, ça va exécuter système de le string qui est positionné à l'adresse du chunk. Donc pareil, il faut écraser les bonnes données aux bons endroits, etc. Donc, c'est incroyable parce que ça sum up everything, à savoir le exploit qu'il a trouvé. Il marche contre tout tant qu'on a le prérequis, à savoir un PHP, SSRF, FileRead, ce que vous voulez, tant que ça mange un préfixe. De PHP 7.0, enfin de 2015 jusqu'à 2024, donc une range énorme. Tout type d'appli parce que ces filters sont pas bloqués, ils sont trop nécessaires à plein de fonctionnements. 100% reliable avec le petit oui, ça va never ou presque crash parce que c'est du heap, même si les probas sont très très hautes, il peut toujours y avoir des petites bizarreries, ou des threads bloqués, ou des je sais quoi. Petite phrase qui fait plaisir, a binary exploit that feels like a web exploit. À ses yeux, oui, mais c'est vraiment une monstruosité, mais à l'utiliser dans l'usage, ce sera, je pense, assez sympa. Petite payload, qui était une grosse limitation des file read with Oracle. Donc, oh zut, je peux pas file read parce que j'ai pas la place. Tu peux RCE, c'est plus petit. Mais c'est insane ce qu'il a fait, c'est vraiment insane. Bon, il y a une démo, mais c'est point slash et attendre que ça exploite. Le petit récap de quels sont les signes possibles, et derrière les mind-blowing facts. C'est un bug intéressant qui se tape via les filters, mais du coup, ça peut se choper via tout un tas d'autres moyens de le taper, quoi. Genre, comme il dit, XXE, le type d'injection SQL qui permettrait de faire du load file ou du in file, que ce soit en lecture ou en écriture, tant qu'on peut taper le PHP filter, danger. Donc pareil, toute la recherche sur phare, les gadgets, les trucs comme ça, si le système n'est pas ultra à jour, boum, ça vole en éclat. Tous les systèmes de parsing, en effet, avant on avait de la SSRF, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter RCE. L'article qu'on a traité semaine dernière et que Tatsuki en a un autre bout à traiter de Arbitrary Instantiation, pareil, parce qu'il y a moyen de taper de récupérer les signes de PHP, SSRF ou FileRead via ce type de construct. Et un others probably, comme il dit. Donc, c'est insane. N'importe quoi, tout RCE quoi. C'est... Bonjour, vous avez PHP? Enlevez PHP. RCE. Mais après, bon, si t'as une lib à jour, t'es bien. Mais... Ça m'a blasé. Tu sais, évidemment, tu te dis, oh super, je suis content, je pense que j'ai chopé un bon niveau et que je vais pouvoir faire des dingueries toute ma vie. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, hello, j'ai révolutionné le game. Mais genre vraiment. Et voilà,
Charles Foll tout craché, une fois par an, ou plus, ou beaucoup plus. Il déglingue tout, et ça me termine. Voilà, okay, que dit le chat? Bonsoir Maltemo, welcome. Code du projet, ça doit être un truc de fou. Celui d'avant, oui, coucou, Joytime, bien. Respect pour synthétiser l'article. Merci, j'apprécie, mais respect à lui pour l'écrire parce que c'est juste insane, quoi. Et comme je le disais, là où c'est ultra beau jeu, c'est qu'à la toute fin... Bon, déjà, go aller le suivre, hein, si c'est pas déjà fait. Mais si c'est pas déjà fait, vous avez raté quelque chose. Et le spoil, allô? Là? Pas là? GitHub. Ouais. The exploit is now available on our GitHub. Et même ça, c'est intéressant à voir parce qu'on était dans le fichier c'est tout à l'heure. C'est très sobre, mais en tout cas, ça pointe vers l'article et le famoso suspense. Mais le exploit Python Pawn Remote en PHP, Ten qui est sa petite lib que je vous invite à regarder si vous n'avez pas déjà vu également. Si on zoome un peu ça, on va pas zoomer, mais juste le exploit contient l'explication du pawn au passage, un classique. C'est un amoureux de lecture du code et il m'a aussi rendu amoureux de la lecture de code. Donc prenez le temps, essayez de le lire, de comprendre, de décortiquer, mais insane d'arriver à trouver ça, juste insane. D'arriver à mettre en place le système de poupées russes, de unzip plus des flies plus des chunks pour faire le hip spray matrixed. Voilà, sur ces 12 paroles, Switchkey, il parle dans le chat, excuse-moi. Switchkey, si tu veux enchaîner, et bonne chance, moi j'ai tout donné. Ouais, je vois. Oui. Alors, je vais unshare mon écran et je vois ton écran. J'envoie ? Let's go. On va repartir sur des sujets un petit peu plus calmes, qui font moins chauffer le cerveau. On peut tenter. C'est tout bon. Let's go, nickel. Alors globalement, déjà, on commence par un petit tips que j'ai vu passer sur Twitter de PT Swarm, un tips pour les XSLT injection qui permet, lorsque l'extension EXSLT, si elle est chargée, en tout cas, ça nous permet d'écrire des fichiers sur le serveur et d'avoir très facilement des RCE, des choses comme ça. Et je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça génial. Et je veux plus de tips comme ça dans mon flux Twitter. Parce que c'est le genre de petit truc où en 2 minutes vous avez votre RCE et vous n'avez pas besoin de lire un article qui fait du massage de la HIP. D'accord, mais il manque un truc. Il manque un truc. Il manque un GIS pour pouvoir copier-coller. Parce que là, ou à la rigueur que avoir un ordcap et espérer que ce soit bien parsé, mais on peut pas copier-coller. Je crois que dans les commentaires, il donne le lien vers le GitHub. Et dans son GitHub, tu as directement tous les tips et tu peux copier-coller. Ils ont pensé à toi. Oh. Ensuite, on enchaîne sur un très 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 vieil article qui date de 2020. Mais c'est quelque chose qui est sympa à revoir de temps en temps. C'est qu'en fait, lorsque vous lancez Chrome en headless ou pas forcément en headless d'ailleurs, vous pouvez activer un paramètre qui est le Remote Debugging Port. Et si ce port-là est forwardé, n'importe qui peut se hooker dessus et accéder à toute votre session. Et quand je dis toute votre session, c'est voir vos tables, récupérer vos cookies, c'est du VNC dans votre navigateur. Et ça, c'est vraiment très marrant. Tu sais que c'est pas... Ok, l'article est vieux, mais c'est pas qu'en post-exploit. Hein. En web, ça se tape super bien. Genre un bout de browser headless qui est démarré avec ça, et du coup tu vas SSRF en même temps que tu triggers un render pour aller taper le port de debug et demander de faire un file read ou des conneries comme ça. Ou quand tu fais de l'Android, tu peux ou Android ou iOS d'ailleurs, tu peux demander à ton ADB local d'aller se plug sur le Chrome debugger de ton tel. Bon, l'appli peut demander de le restreindre, mais Root peut demander de le remettre. Ou Objection peut le tège. Et du coup, aller débugger de la WebView d'application pour voir un peu comment elle se comporte avec les deep links et tout, c'est sympa, ça marche bien. Ouais, puis ce qui est génial aussi, c'est que tu as accès à la console JS directement pour interagir, pour voir un peu tout ce qui se passe dans le site. C'est plutôt cool, et puis ce que je trouve vraiment marrant, attention quand même, on n'a pas trop abusé avec ça, mais c'est qu'on peut aller récupérer les mots de passe qui sont stockés dans le navigateur. Mais qui fait ça? Qui met les mots de passe dans le navigateur? Je sais pas. Après, de toute façon, je dis ça en trollant, mais de toute façon, si t'as le debug port,
Même une extension, tu dois pouvoir aller parler avec elle et attendre qu'elle soit unlock, ou même qu'il log le Chrome en entier. Ouais, oui, clairement, Ouais. tu fais Enfin, ce que de toute tu veux. façon, oui, de toute façon. En gros, t'as un hook sur Notre ordinateur, le- il sert à rien le sans browser, navigateur. tout est dans le browser. Perdu. Et donc du coup, il avait fait un outil qui s'appelait Cookie Crimes pour pouvoir s'interfacer avec et récupérer tous les cookies du navigateur, donc un peu en post-exploit. Et en fait, c'était il y a très longtemps, et ça ne marchait plus. Sauf Oh qu'il no. y a des gens qui se sont amusés aussi. Alors ça, c'est encore un autre article en 2020 avec un autre outil pour faire la même chose. Et lui, par contre, il a fait un article en 2023 en disant « Ah mais en fait, j'ai fixé le problème, c'était juste un souci de WebSocket. » Et c'est de nouveau fonctionnel. Donc j'invite toutes les personnes à s'amuser avec ça. Après, si c'était juste du WebSocket, est-ce que tout le monde n'avait pas juste clone et réparé dans son coin un peu à l'arrache Peut-être. Mais tant que c'est pas fixé en prod sur le GitHub ou avec une issue pour expliquer, ben, c'est un peu chiant à débugger. Trou. Surtout pour aller démêler comment fonctionne Chrome. Bon, pas toujours fun. Ce serait intéressant d'aller regarder un peu les sources de Chrome un jour. Et son outil à lui s'appelle White Chocolate Macadamia Nut. Très marrant. Je vais enchaîner ensuite avec un outil dense, c'est pas un outil, pardon, un article très dense d'un gars qui avait acheté un purificateur d'air et qui voulait le connecter. Je sais pas si c'est une marque connue. Ah non, je disais au hasard. Enfin, j'en ai un à côté de moi, sinon je meurs. Ah. Voilà. J'ai le même à la maison. C'est ton article aussi? Parce qu'il est vraiment très très bien. Et donc le gars explique de A à Z comment est-ce qu'il a fait. C'est ton article aussi? Non. Ah d'accord, parce que celui-là il est vraiment très très bien. Ah d'accord. Faisons comme ça. Je dis pas que tes articles sont nuls, arrête. T'inquiète. C'est parce que Je troll. Oui. Je serai plus invité, donc si vous me voyez plus, vous savez pourquoi. Appelez la police. Je sais plus ce que je disais. Oui, il voulait connecter son purificateur d'air à son outil Home Assistant. Sauf que c'était pas hyper open source. Et il est passé par la méthode un peu boring, c'est-à-dire je reverse, je décap, je défonce tout. Et ce qui est cool, c'est qu'il explique vraiment tout. Il démarre par la partie mobile. Ah, c'est bien, on a tout. Il va reverse la partie mobile à coup de Jadix. Ensuite, il se dit bon bah j'ai pas assez d'infos, je vais regarder sur le réseau ce qui passe. Ensuite, il regarde tous les paquets et ça lui va toujours pas. Donc il va continuer, il va aller directement sur la couche physique. Il récupère le SP32, il extrait le firmware, il dump la flash, bref tout ce qu'on aime voir. Tout ça pour à la fin faire un serveur intermédiaire qui viendrait récupérer les données de ce purificateur d'air et qui les enverrait ensuite sur Home Assistant pour pouvoir tout contrôler avec son téléphone. Il y a des gens qui sont très motivés. C'est très motivé, mais pourquoi le purificateur d'air? Genre tu as les compétences individu, tu possèdes actuellement les compétences pour faire la Pound to One et partir avec une Tesla. Pourquoi le purificateur d'air? Le but est louable. Pourquoi? Au moins ça fait un bel article. Pour le mettre sur le Home Assistant. J'avoue. C'est important. Ce serait pas incroyable que dans les voitures ultra haut de gamme, t'as un purificateur d'air et t'arrives à péter ta voiture à 200K via le purificateur d'air? Et tu mets sur ton incroyable. Car Assistant. Il y a des noms de CVE terribles. Ouais. Purified. Just got purified. Ouais. Allez, on enchaîne sur celui d'après. Petit article. Regardez bien le petit chat, parce qu'il y a une super animation avec un petit chat qui suit la souris. C'est génial, et à partir de ça, vous avez complètement oublié de lire le reste de l'article, qui était en fait très bien, et c'est des gens qui expliquent comment ils ont réussi à potentiellement hacker des chaînes de fast-food avec un truc tout bête. Il y avait un lien vers un Firebase, et ils se sont interfacés avec le Firebase, et ils avaient accès à beaucoup trop de choses, y compris les conversations, les numéros de téléphone, les photos de profil, et surtout un mode ghost qui permettait de voir et de prendre le compte de tout le monde,
et d'accéder à leurs factures et paiements. Et c'est horrible. C'est vraiment très moche. On voit les petites icônes des restaurants concernés. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont déjà dû manger là-bas. Comme quoi tout le monde peut se faire avoir, tout le monde peut pousser une appli un peu daubée et se faire poncer juste avec un lien dans son appli. C'est dommage. Mais putain, bon, quand t'as ton contractant à un contractant... Oui. Enfin, je veux dire, ça arrive partout. Surface d'attaque méandrique, tout est... Même si t'as un contractant, il a une régie publicitaire qui est la machin, Un enfer. Mais bon, celle-là, en termes de Blast Radius, elle est sympa quand même. Ouais. C'est pas mal. Surtout qu'à la fin, voilà, quand tu vois les paiements des gens, c'est dommage. Surtout le paiement info. On enchaîne avec une vidéo YouTube. Hop. Est-ce que je peux la remettre au début? De la Insomniac par quelqu'un qui aime bien filer ses tips pour les CTF. Des tips très intéressants, dont des choses un petit peu borderline qu'on connaît tous. Le coup de réutiliser test sur l'infrastructure parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être une équipe qui a déjà utilisé ces creds-là, il y a peut-être une équipe qui a réussi à flaguer avec ce compte-là. D'autres techniques tout aussi marrantes où on va aller regarder dans les dossiers temporaires, on va regarder le bash history, parce que forcément si le bash history n'est pas linké sur DevNull, on voit les payloads des gens, on voit parfois leurs exploits dans DevSHM ou dans /tmp. Et d'autres quick wins à base de tiens, il y a une XSS à exploiter, elle est super compliquée à exploiter, mais en fait on avait un autre challenge de XSS et les cookies sont partagés parce que le navigateur prend en compte juste le nom de domaine et pas les ports. Donc on va cheese le challenge en allant résoudre à partir de l'autre challenge. Et c'est vraiment des fun facts basés sur des CTF où on a tous vu une équipe flaguer devant nous avec ce genre de petites arnaques. Si parfois c'est nous, mais bon, on va pas le dire. Tu trouves, dans le genre de petites arnaques, juste ton YouTube tourne en boucle, je sais pas si c'est... Ouais, c'est parce que j'ai mis pause et que ça charge sinon. Ok. Dans le genre de petites zoulouteries, pas le Brest de cette année, mais le Brest de l'an dernier, à mon sens, c'était vraiment synchro avec le début de l'avènement de ChatGPT en tant que vrai outil qui déboîte, et le nombre de chals qui sont tombés sur... je colle 2 flags précédents en disant tiens le format c'est ça, voilà l'énoncé du challenge actuel, voilà un petit peu la description, ce qu'il faut faire et les assets. Il te dit 3-4 flags potentiels, et le troisième c'est le bon et tu bon. C'est même pas osinter le créateur, c'est genre juste brrr. Et je sais pas à quel point les plateformes de CTF, les créateurs s'adaptent un petit peu aux autosolve vieillards. Je sais qu'il y a une ou deux boîtes IA qui sont ultra agressives en ce moment à essayer d'aller démarcher un peu tout le monde pour dire bonjour, vous voulez bien packager des challenges sous tel format, et nous derrière on va entraîner une IA pour les autosolve et on vous reward pour ça. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal, je sais pas comment l'écosystème InfoSec va s'adapter pour ça, mais c'est un beau bordel. Enfin, c'est un beau changement. Je pense qu'il y aura toujours des manières de trouver des solves qui sont pas attendus. Maintenant, si c'est tu fous tout dans une boîte noire et elle te file le flag, ça a plus trop d'intérêt parce que ça flingue le CTF. À la fin, t'as rien appris et c'est ce que tu veux en fait dans un CTF. Sauf si tu voulais repartir avec la nouvelle Nintendo Switch qui était proposée au premier, ça je comprends aussi. T'entends. Après moi, il y avait Switch là-bas, donc tu peux repartir avec la Nintendo Switch ou avec Switch en after. Choose wisely. Ou le Switch qui était sur la table. Un Switch 48 ports. Le Switch ok, mais je te laisse les ports. Pas la place. Et c'est aussi le gars, je crois, que tu as mentionné au tout début avec le tweet. Je suis pas sûr, mais il me semble que Pilvar, c'est lui. Pilvar 222. Ah, je crois, je me dis peut-être une bêtise. Parce qu'il n'y a pas le pseudo là. Mais en tout cas, il file un tricks avec PHP pour faire sauter des headers en mettant plusieurs fois des paramètres. Donc je crois que c'est le même mec.
EPFL, Suisse. Et likely en vrai. T'es en train de faire de l'osint là à la volée. J'ai juste rouvert, c'est sa bio, Twitter. Je suis pas. Ouais, non, c'est très probable. Le CSC, Suisse, PFL, Part-Time Bug Hunter, ça colle. Peut-être à la fin, finalement. Attends, My Talk for Insomniac is now available. Voilà, on l'a retrouvé. Hop là. Maintenant, son adresse. Alors, le compte bancaire, suivez-le bien. Non, on va lui mettre un petit coup de... 06 63 24. T'es pas mieux, tu fais attention, il y a ton téléphone qui leak. Ah non, c'est celui de Pilvar. Attends, t'as vraiment dit ce que t'as dit? Non, c'était une vanne. J'ai dit trois nombres à 2 chiffres. Non, je pense, j'avais pas peur pour lui, mais j'ai vraiment cru que c'était le début de mon numéro. Je suis en mode, attends, est-ce que c'est une blague? Est-ce que tout ça est un bait finalement? Vas-y, enchaîne. On te pourrit tes transitions. Non, en vrai, C'est pas grave, par contre, je voulais réagir là-dessus. Moi, j'ai juste regardé les slides. Et juste regarder les slides, c'était vraiment trop bien. Je savais même pas qu'il y avait une vidéo. J'ai kiffé cet article, enfin cette presse. Je l'ai envoyé à mon équipe de CTF, on va s'inspirer un peu. Ah, tricher. Bon, du coup, j'en profite pour rebondir sur la partie CTF avec un write-up du challenge Pong de le CSC, du FCSC 2024, écrit par Mizu. Un petit plaisir à lire, vraiment. J'adore, moi qui suis un grand fan des SSRF, tout ça. L'article est génial. Il y a tout ce qu'il faut en plus pour reproduire. Les codes sont donnés, donc vraiment, vous pouvez tout refaire à la maison. C'est génial. Ça va dans tous les sens. Hein. Il y a du SSRF pour aller taper du DNS et faire une query AXFR. Et ça, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le principe. SSRF pour aller taper du DNS, ils ont un DNS interne en TCP? Ou ils acceptent le protocole UDP pour la SSRF? Non, en TCP, je crois. Et il y a suffisamment d'overlap, ou en tout cas de non-handshake en DNS pour... Oui, bah oui. Je peux te le retrouver. Ouais, je suis en train de liker tout le truc, mais je le retrouve plus. Tu lis pas grand-chose, c'est très petit actuellement. Ça veut dire zoom, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Merci. TCP, hop, il te donne l'info du format pour faire ta requête AXFR. Et franchement, c'est magnifique. Il faut que je l'implante d'ailleurs dans SSRF Map si j'ai le temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui est sympa à utiliser. Puis ça peut donner vachement d'impact dès que tu arrives de l'extérieur, tu as une SSRF. Tu viens taper l'interne, t'énumères tous les sous-domaines internes avec ça, c'est génial. C'est quoi ton oracle? C'est le temps de réponse? C'est la réponse pour de vrai? La réponse pour de vrai là. Ouais, on n'est pas en... Bah... SSRF full read du coup. Ouais, full read. C'est pas une blind SSRF où tu te bases sur le temps ou quoi que ce soit. Mais... Bah, en soi, ça pourrait, hein. Ça pourrait... Je pense que tu la verrais. Faut voir, parce qu'en soi, si la réponse... Ouais, non, si c'est sur du subdomaine. Pour assister sur du subdomaine, t'es potentiellement niqué parce qu'il va contacter le résolveur à chaque fois, donc tu seras un peu blind en termes de temps. Faut voir s'il n'y a pas un code de réponse qui est différent, si tu arrives à faire un transform de ta SSRF un peu comme les oracles. Parce que du coup, le système des oracles PHP, on peut aussi l'utiliser pour taper de la SSRF. Si en filter, tu mets pas un fichier, mais une ressource et qu'elle bouge pas dans le temps en termes de contenu, ce qui est unlikely avec les headers. Bref. Ouais, et de toute façon, tout le write-up en fait se base sur des SSRF qui vont chaîner, et il y a une SSRF qui est vraiment très bien au tout début, où en gros tu dois d'abord passer une regex, et pour passer la regex, en fait tu fais péter la regex. Tu utilises, on va appeler ça vuln, redos, qui fait péter le parseur de regex, et du coup il abandonne un peu vite, et comme c'est un preg match, comme il abandonne trop vite, ça va directement passer à la suite, parce que ça renvoie que ce qui est censé être matché, et si ça abandonne, ça fait juste 0, et du coup, tu il y a un passes try catch finally, ou il y a juste, c'est une heuristique du match qui dit c'est trop long de ce côté-là, donc...
Raté, c'est pas celui-là. Hop, voilà, on l'a ici, je crois. Pragmatch Gain, Equit Echo. Ouais, non, il n'y a pas de try catch. Non, mais si ça pète, en fait, si ça match, tu vas rentrer dedans et donc du coup, t'as perdu. Mhm. Mais si Ouais, c'est le la si ça regex pète. met trop de temps, ça pète et donc du coup, ça renvoie 0, donc ça ne rentre pas dedans. Putain, Et donc on tu pourrait continues. faire un chal avec du blind près de match en time-based. Une connerie comme ça. On va regex qui va torturer se des étudiants, là, dosque. c'est parti. Hein. Non, pas des étudiants, ils ont rien demandé. Par contre, les gens qui viennent dans CTF, ils viennent pour ça en fait. Pour la douleur. Et du coup, tout l'article est une suite de cette SSRF avec celle d'après pour du coup avoir le bon endpoint. C'est génial, j'adore En fait, c'est juste pour abuser du code de retour. de Pragmatch. Waouh. En vrai, sous-côté. Clairement sous-côté. Comme dit Maltemo, le Redos dans ce contexte-là, pour arriver à juste dire Osef les regex avance. Vraiment sous-côté. Et ça, le PHP, il devrait pas dire warning, il devrait dire j'arrête. Comme le langage qui panique, qui disent oh là, I will do not do that here. Là, c'est Je suis hyper d'accord. nocif. Et ça, c'est de la faute des Never Nesters. Hésite. Voilà, si t'avais juste nesté ton code et que t'avais mis le exit en inversant ta condition. En inversant pas du coup, parce que là le exit est early pour pas nester. Mm. Oui, bah oui, c'est ça. Et là, c'est parce que le code il est Ouais. never nesté que t'es emmerdé. Ouais, je suis sûr qu'il y a. Ouais. Mais non, c'est normal de faire des exit early pour la sécurité, sinon t'as vachement plus de surface d'attaque. Moins tu nestes, plus tu exit early, plus. Moins t'as de surface d'attaque, parce que plus vite tu vas tège un maximum des cas. Même pour la charge de tes serveurs, c'est bien. C'est opti, mais par contre, c'est vrai que là, c'est un pas de chance, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de comparer plus proprement? Genre de faire en sorte que, de juste en changeant la manière dont t'as le if, mais juste vraiment catch le retour du preg-match, et en fonction de la valeur de retour, arriver à dire j'ai pas eu ce que je veux vraiment. J'ai pas eu de danger, mais j'ai pas eu le vrai tampon vert, puisque c'est un code alternatif, donc. Ouais, alors. clairement. Un if Pragmatch égal à 1 ou quelque chose comme ça, Voilà. pour Même pas avoir un 0. Mais Van qui Ever sort de Nester, je nulle pense que part. tu t'en sors. Il me semble qu'il l'a mis à la fin dans les recommandations. Je sais pas si je dis des bêtises. Ah non, on s'en fout, on fait pas de recommandations ici. Non, on fait pas dans le coup. Hello, Donc, here is how to break. Bye. Have a nice day. Pas en write-up de CTF. on va être bien CTF. Ah, Oh, quel ça pourrait en dommage. vrai. Ça pourrait. Donc là, on a toute la chaîne. Très sympa. Allez lire l'article et Clairement. partagez-le. Et faites du lobbying pour qu'il mette du RSS sur son blog. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il allait le faire, mais je l'ai pas encore eu. Après, est-ce que la cloche Twitter est pas le nouveau flux RSS finalement? Ah mais ça fait... Oh non, ça fait des dizaines, voire des centaines de notifications si tu suis un peu le monde. Je sais. C'est très difficile d'avoir un bon flux RSS. Ouais. Pour avoir que des articles corrects, parce que sur Twitter, finalement, pour venir faire un peu de tri, c'est vite l'enfer. Là, on fait le tri pour tout le monde, mais au final, si on fait pas ça, c'est un océan, et puis tu pars à la pêche dedans et t'espères tomber sur un article sympa, mais c'est pas toujours gagné. Yeah. Mais j'ai un article sympa là à présenter. Toujours sur Mythic Non, C2. vas-y, continue. Excuse-moi. Il m'en reste 2. Mais lui, je vais le faire très rapidement. Prends ton Parce temps, que- prends ton temps. Oui, mais globalement, c'est un peu la même chose que le premier, dans le sens où quelqu'un a intégré quelque chose de plus à Mythic C2 parce qu'il voulait pouvoir piloter son autre C2 dans son premier C2. Il y a des gens qui aiment faire des matryoshka avec des C2, pourquoi pas. Sauf qu'il a tout détaillé, et ça c'est vraiment très sympa, parce que l'intégration était un petit peu tendue à base de gRPC, de choses du genre. Très cool. Par contre, en termes d'utilité, je sais pas trop.
Franchement, c'est juste quelqu'un qui voulait tout piloter depuis le même endroit. C'est le même problème que le gars avec son Home Assistant. Mais c'est intéressant et ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne Mythic C2 et il donne le nom de la personne à pinguer si vous avez des problèmes sur Mythic C2, donc c'est très bien. Et l'auteur du coup répond vite et fait des full Faites des issues. Envoyez pas en DM à l'auteur d'un outil, bonjour, ça marche pas. On m'a trouvé sur Instagram une fois pour me dire bonjour, quand j'ai modifié ton outil après l'avoir git clone, bah il marche plus. Tu peux m'aider? Je dis, qu'est-ce que tu fais sur Insta? Faites des issues. Sur Instagram, il est allé loin. Oui. En plus, j'utilise quasiment pas Insta juste pour regarder les mêmes en read-only, quoi. Je ne publie rien. C'est pour ça que tu voulais faire un OnlyFans maintenant, faire payer les gens Ouais, même. OMG leak. L'avant-dernier article, et après on ira dodo. C'est un article sur comment créer un lab SCCM à partir de GoAD et ensuite comment l'exploser dans tous les sens avec les différentes vulnérabilités sur SCCM qui sont sorties. C'est un article en 4 parties. La première partie, installation du lab, et à chaque fois, chaque partie traite de vulnérabilités spécifiques, du relais, taper du boot PXE, des choses comme ça, récupérer des creds. C'est incroyable. Par contre, fun fact, n'ouvrez pas l'article sur un Windows, parce que moi ça a réveillé mon Defender. Windows Pro, Windows Perso? Bon, perso. Nice, c'est bien. Comment se faire poncer par un article? Non, mais bah, c'est pas français, oui, faut faire gaffe. Mais ça m'est déjà arrivé de réveiller une personne qui était en SOC dans une entreprise passée, parce que juste, bah, tu fais un peu de recherche dans ton coin et tu commences... tu te fais chier la nuit, du coup, c'est peut-être 11h et tu commences à ouvrir un bout de VS Code, à faire des POC, à tenter de t'auto-reverse shell, mais en local. Hein. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui te contacte sur le chat interne et qui te dit... ouais, je suis astreinte, c'est 5h du match chez moi, je viens de me réveiller, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'envoyer des commandes, tu me dis si c'est toi. Il envoie un paquet de commandes, je dis ouais, c'est moi. Il dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis dans la sécurité en fait, je fais de la recherche de sécurité. D'accord, on en parlera demain. Je vais me coucher. T'imagines travailler à 5h du mat, tu vois plein de trucs de reverse shell sur le laptop des employés. Tu vas pourrir la vie. Je vais pourrir la nuit. Mais tu poques un truc sur tes... Il faut quoi? Il faut bosser que sur ses horaires de travail. Mais si t'as un truc que t'as pas lâché, on a tous grind un soir, quitte à dormir 2 heures de plus le lendemain, parce que voilà, t'as le truc devant toi. Ouais, je comprends. Mais après, tu vois, là, t'as fait un vrai POC. T'as lancé des commandes sur ton PC. Moi, c'est vraiment, j'ai ouvert le site web, et j'ai Defender qui m'a dit il y a des strings bizarres là, je pense que tu as un invoke minicat ou des choses du même style dans l'article, et il m'a pas strike l'article, il est resté dans le cache. Mais ça me l'a fait pour 2 parties ou 3 parties sur les 4. Ok. Voilà. Oui, c'est comme si tu regardes des articles sur du browser Pawn, désactive le JS. C'est des gens qui ont les compétences pour te soulever. Ça a déjà eu lieu qu'un chercheur mette un article ultra intéressant que tout le monde a lu, kiffé, adoré, partagé parce que c'est devenu un peu viral. Sauf qu'il y avait aussi un POC pour aller récupérer tout ce qui pouvait être récupéré sur la machine, et du coup il y a des gens en faisant de la recherche en faisant veille techno qui se sont fait poncer. Dommage. Bon. Ils se sont fait poncer leur veille techno. Faites votre veille dans une VM ardennée. Regardez la veille sur Twitch, laissez-nous nous faire poncer à votre place. Ça marche aussi. Ça, désactiver le Twitch. Attention. Non, parlez. Faites de l'engagement un peu, faites des choses. Et pour terminer, un petit thread de Josh Wheaton qui a... t'en penses quoi? Bon, c'est... Vas-y, fais après attention, mais c'est scandaleux. C'est honteux. Le gars avait une paire d'écouteurs, mais une paire d'écouteurs filaires qui se branchent sur le port Lightning sur les iPhones. Sauf qu'il l'a perdu quand il était au Chili, je crois. Et donc il s'est dit, bon bah c'est pas grave, j'en rachète un dans la première boutique qui passe, je le branche et ça passe. Sauf que ça va pas passer, ça les a pas détectés. Donc là il s'est dit, bah tant pis, j'en achète une deuxième paire d'une autre marque, et puis ça va passer. Et là, toujours pas. Au bout de la troisième paire, la petite fille qui lui dit, mais non, mais faut activer le Bluetooth, monsieur, pour une paire d'écouteurs filaires.
Donc là, le gars, il a commencé un petit peu à paniquer. Il s'est dit, c'est une blague. On pourrait la rejouer celle-là un peu comme le jeu de rôle. Mais comment ça, vous voulez que je mette le Bluetooth pour les écouteurs filaires? Je suis quand même pas débile, le Bluetooth. C'est le Bluetooth. Moi j'ai écrit le Bluetooth. Et c'est exactement ce qu'il dit, c'est qu'il a trouvé, je crois, des CVE dans la stack Bluetooth, ou alors il a programmé la stack Bluetooth il y a quelques années, et du coup il a trouvé des bugs au début des années 2000, donc il sait comment ça marche. Et pour lui, effectivement, le Bluetooth, c'est pas la même chose que le filaire, sauf qu'il a activé le Bluetooth pour voir, et là ses écouteurs ont commencé à fonctionner. Donc il a commencé à bader fort, il comprenait pas. Il s'est dit, bon bah tant pis, je rentre chez moi, et puis une fois que je serai chez moi, j'achèterai d'autres écouteurs et je verrai. Et ça a fait la même chose. Et là, il a commencé à regarder, et quelqu'un lui a expliqué que globalement, ça coûtait trop cher de suivre les normes Apple et de faire exactement le port Lightning. Donc ce qu'on fait, c'est que le port Lightning cherche juste à faire passer la charge jusqu'à un petit module Bluetooth, et c'est ce module Bluetooth qui se connecte avec votre iPhone. C'est incroyable. Je sais pas qui a pensé à ça, mais le mec a réussi à faire une optimisation de coût. Par contre, t'as quand même besoin d'avoir du Bluetooth. Et si tu utilisais du filaire parce que ton Bluetooth marchait pas, c'est dommage. Et si tu te mets en mode avion, je pense que tu n'as du coup plus de musique. Ce qui est relou, c'est que vraiment, ça fait des misconceptions pour les gens, mais terribles. Qui m'étonne qu'après, ils soient dupères. La scène m'aurait vraiment fait vriller. Le fait que des gens t'expliquent que t'es trop con parce que t'arrives pas à capter que tes écouteurs marchent pas sans Bluetooth, les écouteurs filaires. Est-ce que je fais un AVC là? Comment ça se passe? Active le Wi-Fi pour que ton port Ethernet marche. C'est un peu ça. Ah non, mais t'as pas branché de souris USB? Ah bah c'est normal que la webcam s'allume pas. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Dans le même genre, j'en avais une très bizarre. J'ai expliqué à ma mère qu'il fallait qu'elle débranche son dongle USB pour que son écran s'allume. J'ai pas compris comment c'est possible. Alors, attends, je repasse en petite scène qui va bien pour les anecdotes. Il se trouve que elle avait un clavier filaire et puis ensuite on allait passer sur un clavier Bluetooth pour pouvoir être un peu plus posé, sur le dos, tout ça, tu connais. Et du coup, regarde, je comprends pas, dès que je me mets à travailler, l'ordinateur, il veut plus afficher les choses, l'écran il clignote. Ah bah merde. Et quand tu travailles pas, bah il va bien. Ok, qu'est-ce que ça peut être? On commence à chercher. Est-ce que c'est le logiciel qu'elle ouvre quand elle bosse? Non, a priori c'est pas ça. Est-ce que c'est le type d'image affichée? Est-ce que le CPU est trop juste et donc il glitch le framerate ou il arrive plus à refresh? Je sais pas. Et ensuite, on se rend compte que le clavier c'était à peu près ok. En revanche, la souris qu'elle avait avec le clavier, dès qu'elle bougeait la souris comme ça faisait de l'envoi de données, mais genre en continu au dongle, qui était à côté du câble HDMI. Il se faisait une espèce d'auto-tempeste, et du coup, dead. Dead. Du coup, ça faisait glitcher. Quel est le fixe? Le fixe, ça a été enlever le dongle de la gauche, le mettre sur la droite, réparer. Cependant, deuxième panne à peu près 2 semaines plus tard. Pourquoi? Puisqu'on avait remis le dongle au mauvais endroit. Voilà. C'est cadeau. C'était l'anecdote nulle de fin de soirée. Mais bon, voilà, c'était mignon. C'était mignon. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit le maquis sauvage? Si tu veux, on a eu le cas d'un PC qui se verrouillait de manière random, donc levé de doute, de PC, analyse de RAM, ouais. On s'est rendu compte que ça se verrouillait que quand la personne posait les mains sur le clavier. Un bracelet. Oh! Un bracelet avec un aimant qui verrouillait ça. J'ai eu ce problème-là. J'ai 2 ThinkPad. J'ai cru que mon deuxième ThinkPad Pro était broken. Mais vraiment, il démarrait plus il voulait plus rien savoir. Et il se trouve que quand tu as un ThinkPad et que tu poses dessus un deuxième ThinkPad, tel un plateau de travail, t'as l'écran dessus du dessous qui va choper le lead de l'écran du dessus, et donc l'écran. Et du coup, plus aucun ne voudra démarrer. Ils se verront en tant que shut off. Donc potentiel troll terrible pour quelqu'un que vous aimez pas. Les mettre juste un petit stickers bien vénère. Non, faites pas ça. Mettez pas des aimants sur le PC. Nous, c'est vraiment ce qu'on faisait quand j'étais en première année en piscine.
On était à peu près 200 dans une espèce de grand open space là. On prenait les PC ouverts comme ça et on les collait contre la webcam des PC des autres parce qu'on avait tous le même PC. Et donc t'avais un mec qui était en train de coder comme ça et hop, tu passais avec ton PC, tu faisais toute la rangée comme ça, tu verrouillais 5 PC d'affilée. C'est machiavélique, mais j'aime bien. Si j'avais les PC sous la main, je vous ferais le schéma, mais vraiment c'était un PC comme ça. Toi tu prends le tien, tu le déplies complètement et tu fais ça contre la webcam avec ton clavier. Et en fait juste tu triggers leur capteur et ça verrouille leur PC instant. Il y a la même chose sur les Razer. En fait, le PC, lorsqu'il va se fermer le capot, il détecte que le capot se ferme et du coup il shutdown l'écran. Et la détection se fait du coup avec un aimant. Et j'avais un aimant à la main droite. Enfin, j'avais un bracelet à la main droite et à chaque fois que je me posais pour taper, dès que je me décalais un petit peu pour utiliser le pad, je verrouillais le PC. Du coup j'ai plus le bracelet. Je vais surenchérir et j'ai glitché. Ça arrive. Ouais, frustrant quand même. Ça reviendra tout à l'heure, je ferai « Ah, faudra que je leur dise de... » C'est quoi, c'est une alarme? Alors t'es mute. Ouah, alors tu es mute et par contre, le fond vert, je sais pas quel pourcentage de vert t'as dans ton orange, vas-y remets-le dans la cam. Attends, vas-y, regarde comment ça... Mais non, à je pense que c'est le reflet avec la lumière. Et c'est quoi? Possible. Ah oui d'accord, pas du tout ce que je pensais. Non, tu parlais de glitch, je voulais juste show off mon impression 3D. J'ai fait un petit cache-pot pour un cactus, c'est trop mignon. Et c'est un peu Il rend glitchy, bien je avec sais la pas lumière quel... comme ça. Ah, je sais pas ça rend quel bien. on voit bien. Ça rend bien glitchy. Ah c'est sympa. Ouais. Plus qu'à faire la version tripophobie et... Non. Messieurs, on clôture? Yes. Carrément. Alright. Pour les 20 motivés qui sont restés jusqu'au bout ou qui sont arrivés en cours de route, comme d'hab, déjà grand merci à vous de passer, de rester, de faire vivre un petit peu tout ça. Je rebalance à ce sujet le Linktree, venez papoter dans le Discord, faire un peu de vie. On s'entraide, on fait des trucs chouettes. On n'a pas encore trop de trolls. Venez pendant qu'on est peu. C'est là. On fête le premier ban du Discord. Je tiens à en parler, il y a une personne qui est venue pour dire oui bonjour, moi je fais le phishing et les scams. Mauvaise pioche. Oui non mais attendez, qui veut des tools? Quoi? Non, vous donnez des tools? Moi je peux donner des tools. Je veux pas faire point slash avec tes tools, passez une bonne journée, au revoir. Bref. On fête donc le premier batch, le premier ban après 1 an et demi de stream. Fallait que ça arrive. En vrai, 1 an c'est bien. Hein. Parce que Ouais. moi, quand je streamais, c'est arrivé rapidement hein, le premier ban. C'est parce que Premier- t'avais de la visibilité, ça. Oh, non, mais non, j'avais 2 viewers, mais juste, tu sais, quand tu fais du jeu vidéo, t'as toujours un mec qui est là pour faire ouah, t'es trop nul, t'es à chier, hop, chut, ban. Sauvage. Bon allez, des gros bisous, on se voit au prochain live. Je sais pas encore trop quand c'est, est-ce qu'il y en a un semaine pro? Il y en a sûrement un semaine prochaine. Need check up. Il n'y a pas de raison, il y a sûrement un live semaine prochaine. Messieurs, merci encore, des gros bisous à tous, et je pense pas qu'on raide quelqu'un ce soir, il n'y a pas de virtu, il n'y a pas d'autre. N'hésitez pas à me DM des petites chaînes Twitch de gens qui font des trucs cool, ça fait plaisir aussi de donner... On a mis un peu de temps à se faire une petite commu, maintenant qu'on est là, autant aider ceux qui en valent la peine, et qui sont chouettes. Des bisous. Salut. Plein de bisous. Bonne soirée, à plus, ciao.